Bonjour, bienvenue pour ce second webinaire qui a pour thème la préparation et la réussite du déconfinement. J'ai le plaisir, je devrais dire l'honneur et le privilège d'accueillir le professeur Claire Mounier, qui est cardiologue, professeur des universités en médecine vasculaire, chef du service de médecine vasculaire et d'hypertension artérielle à l'Institut Cœur-Poumon du CHU de Lille. Le professeur Claire Mounier était présidente de la Fédération française de cardiologie. Elle est cofondatrice avec Thierry Drion de l'association Agir pour le cœur des femmes. Le professeur Mounier est également chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Elle est auteure d'un livre qui s'intitule Mon combat pour le cœur des femmes, qui est paru en mai 2019 aux éditions Marabout. Professeur Mounier, bonjour. Je vais donner quelques mots d'introduction avant de vous laisser la parole. C'est vrai que ça fait maintenant 7 semaines que nous vivons, nous subissons ce confinement. Et dans le groupe, nous avions vraiment deux priorités sur la sécurisation des collaborateurs lorsque nous avons mis en place ce confinement. Nous avons été les premiers à décider de l'ouverture des caisses et des succursales en huis clos. Nous avons été les premiers à demander aux collaborateurs d'utiliser leurs moyens personnels et donc de ne pas utiliser les transports en commun, sachant que bien sûr nous remboursions les frais de déplacement. Nous étions les premiers à insister sur les gestes barrières. Vous verrez qu'au cours de l'entretien, nous reviendrons régulièrement sur cet aspect. Et le deuxième point fort, c'est l'aspect social. Parce que dans notre groupe, contrairement à nos concurrents ou aux autres entreprises, nous avons décidé de ne pas utiliser le chômage partiel et nous avons décidé de ne pas imposer des congés obligatoires, comme ça se passe dans les autres entreprises, à chacun de nos collaborateurs. Pendant ces 7 semaines, j'ai communiqué régulièrement avec vous. Nicolas Terry, Daniel Ball l'ont également fait très régulièrement. Et puis, nous avons une communication hebdomadaire qui s'appelle Actu Covid-19. Ce que je retiens de ces 7 semaines, c'est que progressivement, nous avons réussi à mettre en œuvre des instruments que jamais nous pensions pouvoir mettre aussi rapidement. C'est grâce à notre agilité et très sincèrement, très clairement, nous avons été des acteurs du soutien de l'économie française. Je vous trouve engagé, mais je n'avais pas de doute par rapport à cela. Et s'il y avait un mot sur lequel j'ai en mémoire sur ces 7 semaines, c'est la solidarité. Cette solidarité, elle est vraiment essentielle. Aujourd'hui, nous avons une vraie lueur d'espoir. Nous sommes au bout du tunnel et enfin, nous pouvons réfléchir à la sortie du confinement. Bien sûr, notre ambition, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est de sécuriser les collaborateurs avec deux aspects. Le premier aspect que nous avons présenté au CSE, de chacun de nos deux réseaux, donc comité social et économique. Donc, ce que je vais évoquer avec vous, c'est un projet pour lequel le CSE doit rendre un avis ce jeudi. Et le premier aspect, c'est donc l'aspect de précaution. Nous proposons à ce que chaque client qui rentre dans une caisse ou dans une succursale, après avoir franchi le pas de la porte, mette le masque. Le professeur Pierre Mounier nous montrera tout à l'heure comment mettre un masque. Ensuite, le client devra obligatoirement se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Vous aurez à disposition à l'accueil un plexiglas qui vous protégera du client. Le collaborateur qui est seul dans son bureau n'aura pas l'obligation de porter un masque. Bien sûr, s'il est un rendez-vous physique avec un client, mais nous privilégions les rendez-vous par vidéo ou par téléphone, il devra mettre un masque
puisque logiquement son client sera doté d'un masque également. Nous rouvrirons les cuisines pour que vous puissiez vous faire une boisson chaude, vous réchauffer un plat. Mais je vous demande de conserver les gestes barrières et de continuer à déjeuner seul. C'est vraiment important, notamment dans un premier temps. Le deuxième aspect, c'est que nous allons continuer, dans la mesure du possible, à encourager le télétravail, comme nous l'avons fait pendant la période de confinement. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui pour nous une vraie lueur d'espoir. C'est un moment fort pour l'économie française. L'industrie est repartie, le commerce est dans les starting blocks et prêt à repartir le 11 mai. Nous allons jouer notre rôle majeur dans l'économie française et j'ai envie de dire reprendre dans la mesure du possible une vie un peu plus normale. J'ai bien compris, lors des échanges réguliers que j'ai eus avec vous, à travers de Skype ou encore d'entretiens téléphoniques, il y a encore des incertitudes, il y a des doutes. C'est vrai que dans les médias, il y a de l'information, il y a de la désinformation. La présence du professeur Claire Mounier aujourd'hui va privilégier, j'ai envie de dire, l'apport de la bonne information, puisque c'est l'information du corps médical. Vous verrez que le professeur Claire Mounier pas la langue de bois, ne pratique pas la langue de bois et c'est complètement en phase avec notre fonctionnement qui est celui de se dire les choses pour avancer dans les meilleures conditions. Et pour reprendre un de vos termes favoris, professeur, c'est il vaut mieux prévenir que guérir. Je voudrais maintenant vous donner la parole et avoir votre sentiment sur l'aspect du confinement et notamment sur les aspects sociaux et autres voilà, que vous souhaiteriez nous évoquer. Alors, je vous remercie de nous avoir invités à communiquer sur cette épidémie de Covid et je pense que c'est effectivement important que les scientifiques puissions communiquer avec les gens de la vie civile et notamment les salariés du Crédit Mutuel. Je pense que c'est important de rassurer. Il faut aussi que les gens comprennent que la science est une médecine où on apprend en marchant. On a mutualisé également avec le confinement et puis cette période-là nos expertises, qu'on soit cardiologue ou pas cardiologue, on a tous été autour de ces patients-là, tous à essayer de comprendre. Et aujourd'hui, on n'a pas encore la solution sur le traitement spécifique du Covid, ni sur le vaccin, c'est en cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le confinement, c'est pas non plus la panacée, ça a permis de passer le cap de l'épidémie, que c'est une maladie qui est assez contagieuse, qui reste bénigne dans 85% des cas. Ça, c'est très important que les gens l'entendent, c'est que les complications ne surviennent que dans 15% des cas et sur des profils très particuliers de patients, des patients plutôt âgés de plus de 70 ans, des patients qui ont des comorbidités, dont une obésité sévère, des patients qui ont déjà une maladie chronique. Et finalement, quelqu'un qui est en bonne santé, jeune, a un risque infinitésimal de faire une complication grave de la maladie. Donc le confinement, il a des répercussions psychosociales. On n'est pas fait pour vivre seul. L'isolement social a des répercussions sur notre bien-être mental, sur notre façon de vivre. On est plutôt sédentaire, on mange moins bien, on a tendance à plus fumer, à boire un petit peu plus que d'habitude. Et finalement, on sait que les maladies cardiovasculaires, par exemple, sont des maladies évitables dans 8 cas sur 10. Eh bien, le confinement, c'est véritablement une situation expérimentale pour faire exploser ces maladies cardiovasculaires. Et enfin, le confinement va avoir des dégâts collatéraux probables chez ces patients ayant une maladie chronique qui ont hésité ou qui ont retardé leur appel, différé leur appel, alors qu'ils avaient des symptômes d'alerte, je pense en particulier à l'infarctus du myocarde ou à l'accident vasculaire cérébral. Donc voilà, donc le confinement, ça a été une période. Je pense que maintenant, il ne faut pas avoir peur de déconfiner prudemment avec les gestes dont on va parler tout à l'heure. Merci, professeur. Donc, on entend beaucoup de choses sur le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et à quoi correspond cette infection? Et ouais. Alors déjà, Covid-19, ça veut dire quoi? C'est un acronyme, c'est un mot raccourci pour parler de coronavirus, le COV. D, c'est disease, maladie en anglais. 19, c'est l'année d'apparition du virus, c'est-à-dire en fin d'année 2019 en Chine. Alors, c'est un virus qui appartient à la famille des virus de la grippe, on connaît tous.
C'est un virus dont on ne sait pas encore s'il est saisonnier ou pas, qui a tendance plutôt à se développer dans les atmosphères humides et froides. C'est un virus qui a un tropisme, enfin, qui s'accroche d'abord à l'appareil respiratoire, d'où les symptômes dont on a parlé dans les médias, mais qui s'accroche également sur les parois vasculaires, sur le myocarde et sur toutes les artères en fait de l'organisme. Maintenant, il est très contagieux, c'est-à-dire qu'une personne contaminée ou porteuse peut contaminer 3 personnes. C'est pour ça qu'on a proposé le confinement dans un premier temps, n'ayant pas d'autres mesures de protéger la population. Il faut savoir que le confinement a été mis en place en urgence parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de protéger la population. Il y a une période d'incubation qui va entre 3 et 5 jours jusqu'à 15 jours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand une personne qui a le virus en elle voit une autre personne et lui transmet le virus, eh bien, la personne qui a reçu le virus par accident va manifester les premiers symptômes entre 3 jours et 15 jours après le premier contact. Ensuite, c'est une maladie dont les symptômes sont très, on va dire, protéiformes, c'est-à-dire multiples. Il y a eu des symptômes qui ont été décrits au fur et à mesure de la découverte de ce nouveau virus qui n'a que 5 mois, il faut le rappeler. Donc, on apprend. Eh bien, c'est essentiellement des symptômes respiratoires avec la toux, avec une sensation de gêne respiratoire, la fièvre. Et puis après, ça peut être aussi des courbatures, une grosse fatigue, une diarrhée, parce que le virus peut se mettre également sur les intestins. Mais ce qui doit nous alerter, c'est une fièvre importante qui dépasse 38,5 ou basse, en dessous de 35 degrés, avec une toux qui persiste pendant au-delà de 3 à 4 jours et ou une gêne respiratoire. Alors ces symptômes-là, chez la personne en bonne santé, ça va passer. Il va falloir attendre les 7 jours, le cap des 7 jours. Mais chez d'autres personnes, notamment les personnes hypertendues, les personnes obèses, les personnes diabétiques par exemple, les personnes qui ont un cancer, eh bien là, on ne doit pas attendre. Dès qu'il y a une fièvre qui apparaît, on doit absolument appeler son médecin traitant. Et si le médecin traitant n'est pas disponible, on surchauffe, on fait le 15, il y a des filières Covid pour ça. Merci, professeur. J'ai oublié de dire, on restait contagieux jusqu'à une semaine après les derniers symptômes. Et c'est pour ça qu'on met les gens positifs qui ont des symptômes 15 jours en isolement et leur contact 15 jours de plus en isolement. Voilà. Avec une précaution plus forte pour les personnes plus fragiles? Alors oui, les personnes plus fragiles, faut le souligner, ce sont les gens essentiellement qui ont déjà une maladie cardiovasculaire, qui ont déjà fait un infarctus, qui ont de l'insuffisance cardiaque par exemple, qui ont fait un accident vasculaire cérébral, les patients très obèses, les patients qui sont diabétiques, les patients qui ont déjà une maladie respiratoire, les asthmatiques, ceux qui ont une bronchite chronique, de l'emphysème. Il y a également tous les patients greffés, puisqu'ils sont sous immunosuppresseurs, et puis les patients qui ont de l'insuffisance rénale chronique, voilà, qui ont malheureusement des cancers. Donc, toutes ces personnes-là, et les personnes âgées de plus de 75 ans, ainsi que les personnes qui vivent en collectivité. Je pense aux EHPAD, je pense également aux personnes qui ont des déficiences et qui vivent en institution. Eh bien, toutes ces personnes-là, effectivement, sont à plus haut risque de complications que les autres, car plus fragiles. Oui, et dans ce cadre-là, je sais que vous êtes très attaché à ce que le suivi médical qui pouvait exister avant le Covid soit réellement réalisé. J'aimerais bien entendre votre réaction par rapport à cela. Oui, alors nous avons été alertés parce qu'à l'hôpital, notamment au CHU où je travaille, on a fait un hôpital dédié aux patients Covid et les autres services étaient complètement protégés. Donc il y avait des médecins dédiés au Covid et des médecins non dédiés. Et donc on s'est aperçu que nos hôpitaux se sont vidés. On avait des services vides avec moins 50% d'hospitalisation, moins 70% de consultations. Alors il y a un certain nombre de consultations qu'on a fait par téléphone pour éviter que les patients viennent à l'hôpital. Et les urgences, ce qui nous a plus alerté, c'est les urgences, et notamment les urgences cardiologiques, avaient moins 70% d'hospitalisation. Donc les infarctus, ils existent toujours. Donc, ça veut dire que les gens sont restés chez eux et effectivement, on a pris la parole dans les médias, on a alerté la population et on a vu arriver des gens dans des complications gravissimes de maladies qui auraient pu être évitées s'ils avaient appelé à temps. Donc ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que quand on fait le 15, il y a des filières habituelles du 15 qui fonctionnent, on n'est pas surchargé, on a construit nos capacités d'accueil en fonction de l'épidémie et la santé des patients, elle continue d'exister malgré l'épidémie Covid. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on va se retrouver finalement avec des maladies chroniques beaucoup plus graves qu'avant, comme il y a 20 ans, parce que les gens n'auront soit pas osé appeler pour pas déranger, soit pas osé appeler pour pas aller à l'hôpital et risquer de contracter le virus. Alors que dans le service, on a eu 0 cas Covid induit par l'hospitalisation. On est très sécure. Ça, c'est très important. Toujours très précautionneux, effectivement.
il y a vraiment une opportunité qui pour moi est très très importante, sur laquelle j'insiste régulièrement, ce sont les gestes barrières. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport aux gestes barrières et quelle est l'importance de ces gestes barrières pour vous dans le corps médical? Les gestes barrières, c'est le traitement préventif du coronavirus, puisque ce virus se transmet par les gouttelettes de salive, par les éternuements, mais également par les surfaces contacts quand on a les mains sales. Donc il faut absolument se laver les mains avant de toucher une nouvelle surface ou nettoyer une surface, par exemple un bureau ou un ordinateur sur lequel on va se mettre à travailler, ou quand on prend un téléphone, il faut nettoyer, mais avec pas forcément du gel hydroalcoolique, ça peut être n'importe quel savon qui peut nettoyer, qui détruit ce virus qui est très sensible au savon et aux produits d'entretien ménager habituels. Donc ça, c'est très important. Donc les fameux gestes barrières, dès qu'on se touche le visage, on a les mains propres. Si on a touché un contact, par exemple, on prend le métro, on touche une porte, prenez votre voiture, eh bien c'est vrai que avant de vous toucher le visage, il faut se désinfecter les mains. Ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, en geste barrière, maintenant qu'on va être déconfiné, c'est porter un masque quand on est en présence de public, notamment quand on a un travail, on est avec des personnes qui viennent de l'extérieur, qu'on soit soignant ou non soignant. Mais les consignes aujourd'hui, c'est effectivement de porter un masque, pas forcément un masque, surtout pas un masque SFP2 ou SFP3, les masques un peu canards qu'on utilise uniquement dans le soin, mais un masque soit chirurgical qu'on va changer toutes les 4 heures, puisqu'il va devenir poreux au bout de 4 heures, ou bien un masque en tissu qu'on va laver chaque soir à 60 degrés et repasser à température maximale. Donc voilà, c'est ça les gestes barrières, et respecter bien sûr la distanciation de 1 mètre, ne pas faire des réunions où on est à plus de 4, 5, 6, en respectant les distances autour d'une table, manger seul, éviter de manger en groupe. On a eu le cas à l'hôpital où les médecins continuaient de manger ensemble, ils sont tombés tous malades, avec des symptômes mineurs, ils sont tous tombés malades quand même. Donc voilà, donc c'est respecter ce principe de précaution qui est limiter le temps de contact avec une personne qui pourrait être éventuellement porteuse du virus. Voilà, c'est pour cette raison que moi, pour l'instant, je préconise pas de réunion entre les collaborateurs ou par Skype. Et effectivement, vous avez absolument raison, pas de déjeuner pris en commun. Professeur, vous nous parliez de l'utilisation du masque. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment, de manière très secure, on peut porter un masque et on peut boire un verre d'eau et comment est-ce qu'on procède? Alors déjà, la première étape, c'est on se désinfecte les mains. Donc soit on est près d'un lavabo et de savon habituel, hein. Par exemple, on va partir, on a sa boîte à masque à la maison, on se lave les mains, il n'y a pas besoin du gel hydroalcoolique. Si j'ai pas, je prends mon gel hydroalcoolique, je m'en mets une dosette et je me frotte les mains pendant 20 secondes. Mais c'est pareil avec l'eau et le savon, c'est au minimum une friction 20 secondes. Et si possible, ce que j'ai pas fait aujourd'hui, ce que j'aurais dû faire, mais que je fais d'habitude, ne pas mettre de bague pendant cette période-là, parce que le virus reste sur des surfaces dures. Ensuite, le masque dans la boîte, je le prends par les petites ficelles comme ceci. Et ce qui est important, c'est de ne jamais toucher ce qui va couvrir le visage. Donc la partie bleue, la plus foncée, mais ça peut être aussi des masques roses, elle est tournée vers l'extérieur, vers la personne qui nous regarde. Ensuite, ce masque, très délicatement, on va pincer avec l'intérieur un tout petit peu parce qu'il y a une barre rigide. Ensuite, on va le coincer sur le nez et sur la bouche. Donc, il faut bien qu'il encadre le nez et la bouche. On peut éventuellement le réajuster par en dessous et on n'y touche plus. Ça, c'est important parce que dès lors qu'on touche le masque par devant, il n'est plus protecteur vis-à-vis de nous-mêmes. Il est protecteur vis-à-vis de l'autre, mais pas vis-à-vis de nous-mêmes. J'ai besoin de boire. J'ai besoin de boire, je vais faire la même chose. J'attrape mes élastiques et je pose le masque, la face la plus foncée, bleue, contre une feuille de papier que j'aurais mis entre la table et moi. Je bois et après, je reprends toujours par mes petites ficelles le masque. J'écarte bien, je le positionne. Là, je le descends et je vérifie qu'il soit bien ajusté. Donc là, c'est quelque chose qui est sécure. Maintenant, si on se gratte comme ça, on va le réajuster comme ça. Si on veut remettre ses lunettes et qu'on se touche le masque, c'est faux. On n'est plus protégé soi-même, parce qu'on a pu potentiellement mettre du virus. Et là, on est en prise directe avec la bouche et le nez. Le fait de plier son masque comme ça et de le mettre dans sa poche pour aller faire autre chose, le masque, vous pouvez le jeter. Donc ça, c'est important.
Par respect pour les autres, le masque, le soir, on le ramène avec soi. On le met dans la poubelle dédiée de son bureau, mais on ne laisse pas traîner des affaires sales vis-à-vis des autres qui vont arriver derrière nous. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, le masque, dès lors qu'il a été touché à l'extérieur, alors qu'il a pu être en contact avec des postillons de quelqu'un d'en face, si on l'a touché, il faut le changer. C'est ça la précaution. Et quand je retire mon masque, ou avant de le remettre, je me redésinfecte les mains. Je retire, je me désinfecte, je remets, je me désinfecte les mains. Voilà. Très bien. Merci, professeur. J'ai maintenant un sujet qui est lié au test de dépistage, pour lequel le groupe avait participé et intégré une société d'économie mixte qui permettait effectivement de proposer ce dépistage à l'ensemble des collaborateurs. Malheureusement, nous apprenons dimanche soir que la Haute Autorité de Santé du ministère du Travail ne nous autorise pas à le proposer à nos collaborateurs. Il y a quelques retards au niveau des autorités sanitaires. Quelle est votre vision par rapport notamment aux deux typologies de tests qui existent? Alors déjà, l'infection à coronavirus, le Covid-19, c'est un diagnostic qui est d'abord clinique. C'est une association de symptômes. Fièvre plus toux, fièvre plus douleur articulaire, fièvre courbature, fièvre diarrhée. Et donc finalement, il n'y a pas d'utilité à faire un diagnostic aujourd'hui direct ou sérologique si la personne n'est pas une personne fragile, si la personne ne vit pas en collectivité, si ce n'est pas un soignant, si ce n'est pas une femme enceinte. Alors, il y a effectivement deux tests. Il y a un test direct qui est, on prend comme un gros coton-tige, on va aller chercher le virus directement dans les sécrétions nasales ou oropharyngées en allant un petit peu plus loin. Et avec ce coton-tige, on va essayer de mettre en culture ce virus. Et en fait, on va identifier ce qu'on appelle la charge virale, donc le nombre de virus sur le petit prélèvement. Et on va dire si effectivement il y a du virus dans le corps de la personne. Le problème, c'est que si on fait ce prélèvement au-delà de 8 jours, le prélèvement ne sera plus bon, on ne pourra plus dépister le virus, puisqu'il sera déjà parti du corps. Ou bien, si on n'a pas pris assez de virus avec ce coton-tige, eh bien la culture ne sera pas positive. Et sur 100 patients à qui on fait le test, il y en a 30 pour lesquels le test est faussement négatif. Donc dans ce cas-là, et dans d'autres cas, quand on est après les 7 jours de l'infection virale, on peut avoir un diagnostic de rattrapage, comme on dit, qui est le test sérologique. Là, c'est une prise de sang. On ne peut pas la faire avant 8 à 15 jours après le début des symptômes pour voir si la personne a eu le temps de fabriquer des petits anticorps pour lutter contre la maladie. Mais là encore, les tests d'aujourd'hui ne sont pas d'une fiabilité absolue. Et on peut aussi passer à côté de quelqu'un qui a réellement fait l'infection avec une sérologie qui est négative parce que les réactifs n'auront pas testé assez d'anticorps. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, ces tests sont réservés aux cas très sévères, aux personnes très fragiles qui font le Covid, aux femmes enceintes, aux soignants qui ont été en contact, et pour les études épidémiologiques, comme on a pu voir dans une ville dans les Hauts-de-France qui est passée à la télé, on a testé toute une ville où il y avait eu finalement un cluster de patients infectés Covid au début de l'épidémie. Mais c'est pas pour monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, les gens qui se font tester, c'est non remboursé. Ça coûte 44 €, c'est hors nomenclature, et en plus, il n'est pas d'une fiabilité absolue. Donc, attendons par rapport à ça. Voilà. Et en plus, le risque, ce que craint la Haute Autorité de Santé, c'est que les gens, s'ils se trouvent dépistés positifs, mais ils fassent plus attention aux autres. Et finalement, ils transmettent du virus sur une surface dure sans faire attention aux gestes barrières. Donc, c'est pas bon non plus au moment du déconfinement de dire aux gens, vous êtes positifs, ben, allez-y, faites plus attention à rien. Donc ça, c'est important aussi. Il faut rester citoyen. Absolument, c'est important. Je voudrais que vous reveniez sur, alors vous avez insisté sur les gestes barrières, donc j'aimerais que vous reveniez sur la nécessité de l'hygiène et également de la problématique de bien se soigner, pour ceux qui prenaient des médicaments avant le confinement, voilà, de continuer à consulter et surtout à prendre soin de soi, c'est vraiment important. Alors, il y a deux choses importantes. C'est déjà effectivement, comme on a dit, que le confinement était source de stress personnel, même de dépersonnalisation pour certains. C'est important de savoir gérer son stress. Donc, on a des tutos sur YouTube, par exemple, pour la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que j'utilise la respiration lente pour mettre au repos le système nerveux sympathique qui nous stresse et puis être dans des conditions où on a l'impression d'être zen, un peu comme le yoga. Il y a aussi des tutos sur le yoga.
Il y a également bien dormir, donc dormir suffisamment, faire une sieste le midi si c'est possible. Donc, je renouvelle c'est important de faire une pause, une sieste le midi dans son bureau quand on le peut, dans un fauteuil, en se mettant au calme avec un masque à viande, des boules caisses, et puis on fait le vide pendant un quart d'heure. Il n'y a pas besoin de dormir 1 heure, il n'y a même pas besoin de dormir du tout. Mais lâcher prise pendant un quart d'heure, c'est très bon pour tout ce qui est paramètres hémodynamiques pour la sensation de stress. C'est également limiter les écrans, notamment les écrans le soir, parce que les écrans le soir donnent un sommeil de mauvaise qualité. C'est bien manger, vous l'avez dit Raphaël, bien manger, c'est essayer de limiter également, on a tendance à faire des apéros pour se remonter le moral, à boire un petit peu plus que d'habitude. Et finalement, l'alcool est également anxiogène et c'est une calorie blanche. Et puis on a tendance aussi à un peu plus fumer et à faire moins d'activité physique. Donc là aussi, il y a des tutos pour faire de l'activité physique chez soi. On a l'autorisation quand même de sortir 1 heure. Donc c'est utiliser cette possibilité pour bouger au moins 30 minutes par jour, essayer de s'alimenter le mieux possible, dormir, se déstresser. Et puis par rapport aux médicaments, ne pas arrêter ses traitements sans l'avis du médecin, c'est très important. Ne pas faire non plus d'automédication, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, notamment avec la nivaquine. Et donc c'est un médicament antipaludéen qu'on peut donner à la phase de réplication virale. Ce médicament, pour l'instant, est encore à l'étude. Il n'est pas sans risque, notamment pour les cardiaques, les diabétiques, les patients qui font des crises d'épilepsie. Et donc, c'est une prescription médicale et le médecin le prescrit en bonne intelligence après avoir vérifié l'absence à la fois de contre-indication, l'absence d'interférence avec les autres médicaments. Et ma dernière préconisation, c'est de ne pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais ne pas arrêter l'aspirine quand on a des stents coronaires, par exemple, ou qu'on a fait un AVC, parce que l'aspirine est donnée à dose antiagrégante. Et enfin, c'est préparer son dossier médical. Des fois qu'on ait soit une décompensation cardiaque, soit qu'on ait de la fièvre et qu'on a besoin d'être hospitalisé rapidement, avec toutes ces ordonnances et ces bilans récents. Voilà. Un conseil également sur les aspects des soins dentaires et pour les femmes enceintes également? Alors, les soins dentaires non urgents ont bien entendu été différés. C'est du bon sens. La bouche, elle est potentiellement pleine de petits virus. Donc, quand on fait un détartrage ou un soin de carie, le dentiste va s'en prendre, même s'il met des masques depuis longtemps. Les dentistes se sont protégés même avec des lunettes. Voilà. Mais donc, il y a des filières pour des patients qui ont des abcès dentaires, par exemple, ou qui ont besoin de voir un dentiste en urgence. Il y a des filières spéciales où les dentistes sont ultra protégés. Quand on fait le 15 vous oriente sur ces filières-là. Ça, c'est le premier point. Et pour les femmes enceintes, c'est effectivement des femmes qui sont un petit peu plus un peu plus à risque, on va dire, mais sans plus. Il n'y a pas eu de cas de Covid gravissime chez les femmes enceintes déclarés à ce jour. Ça ne passe pas dans le sang. C'est-à-dire que les femmes ne le transmettent pas au fœtus, ça c'est important. Elles peuvent éventuellement contaminer le nouveau-né à l'accouchement quand elles accouchent par voie basse. Ça ne passe pas dans le lait maternel. Donc la fièvre n'est pas bonne pour la femme enceinte, mais quel que soit le type de fièvre, parce qu'elle risque de convulser, mais ce n'est pas lié au Covid, c'est lié au fait de faire de la fièvre quand on est enceinte. Donc si en pratique, si une femme enceinte pense avoir été en présence d'une personne contact, elle appelle sa maternité, on va lui faire le dépistage, effectivement, on va la surveiller. Si jamais elle fait de la fièvre, elle sera revue de façon plus attentive, plus rapprochée par la sage-femme et à la maternité de référence où elle est suivie. Voilà. Mais généralement, tout se passe bien. Le lien avec les femmes enceintes, ce sont les enfants. Et nous avons de la part des collaborateurs qui nous suivent des questions sur le sujet des enfants, le risque pour les enfants, et également un syndrome que je ne connaissais pas, convaincu que vous nous en direz plus, sur le syndrome de Kawasaki et voilà les interactions avec le Covid-19. Alors, les enfants sont une population qui est relativement protégée, puisqu'on a dit que c'était une pathologie qui touchait plutôt les hommes et plutôt les hommes âgés, de plus de 65 ans. Donc les enfants, il n'y a pas eu de décès en France d'enfants atteints du Covid. Il y a eu un décès déclaré en Angleterre et un décès aux États-Unis, mais il y a peut-être le rôle aussi de l'obésité morbide, notamment aux États-Unis. Alors, pour répondre, donc les enfants, ils peuvent être porteurs par contre, mais et avoir des symptômes mineurs. En plus, ces enfants ont tendance à moins tousser que les adultes. Donc ça, c'est les constatations épidémiologiques, on observe. Alors après, par rapport au syndrome de Kawasaki, c'est en fait une réaction immunitaire de l'enfant à l'infection virale, quelle qu'elle soit. Et on a des maladies de Kawasaki tous les ans avec les grippes ou les épisodes viraux saisonniers. Au printemps, on a beaucoup de Kawasaki. Donc c'est une maladie qui n'est pas si fréquente que ça, qui est extrêmement rarement mortelle, extrêmement rarement.
On peut être amené à hospitaliser les enfants en réanimation, mais c'est rarissime. Et on a des traitements. Donc, on guérit de la maladie de Kawasaki. Donc, donc il y a eu par exemple 20 cas décrits en Île-de-France au 30 avril par l'hôpital Necker, centre de référence. C'est finalement très très peu en regard de la population d'enfants. Alors, finalement, on dit aux parents, ne paniquez pas, ne dites pas, oh là là, mon enfant, je vais le mettre à l'école, il va avoir le Kawasaki. C'est une réaction immunologique exacerbée, rarissime, et on demande aux parents de surveiller la température de leurs enfants. Et si l'enfant a mal dans les articulations, se met à avoir une éruption cutanée, a de la fièvre, eh bien, on appelle le médecin traitant, le pédiatre ou le 15 si vraiment ils sont très anxieux. Et dans 9 cas sur 10, même 99% des cas, ça sera une forme mineure chez l'enfant. C'est très important parce que les médias ont une capacité à vous vendre le nombre de morts par jour, le nombre de morts en réa, les cas gravissimes. Et finalement, il y a une psychose qui s'est installée dans la population, notamment sur les télécontinus. Et c'est surtout, c'est éteignez vos postes, quoi. Arrêtez de regarder la télé parce que faut faire confiance à son médecin. Et je dirais, il faut aussi faire confiance à nos enseignants, aux directeurs d'école et puis à nos employeurs parce qu'on n'est pas des bisounours. On fait très attention. Notre objectif, c'est d'être dans la prévention et pas de se retrouver avec des cas dramatiques. Absolument. Merci pour cette belle vision. Sur les questions autres de la part de nos collaborateurs, il y a bien sûr des sujets sur l'ouverture des caisses et des succursales, et notamment dans le cas de la réouverture des rideaux à la clientèle. Vous avez déjà répondu, mais quelles sont les mesures indispensables pour ne pas exposer les salariés à un virus encore bien présent? Et puis, celui qui va partager sa place parce qu'à un moment donné, il va prendre une pause alors qu'il est en poste à l'accueil. Est-ce qu'il faut nettoyer? Comment est-ce qu'il faut nettoyer cette position? Volontairement, je voudrais vous réentendre sur le sujet parce qu'il est vraiment primordial. Alors déjà, en respectant les gestes barrières, c'est-à-dire en nettoyant, je ne sais pas désinfecter, en nettoyant son poste de travail, son téléphone, la souris de l'ordinateur, le clavier de l'ordinateur, avec un produit d'entretien classique, déjà, on est protégé, on met son masque proprement. Et donc, quand on accueille la personne, obligatoirement, cette personne doit se passer les mains avec le gel hydroalcoolique, c'est obligatoire, et on lui propose un masque dont on sait qu'il est propre. Je pense que c'est là, tout le monde est rassuré dans ce sens-là. Maintenant, si la personne a un masque en tissu, elle va vous protéger, vous. C'est elle-même qu'elle ne protégera pas si elle n'a pas pris la précaution de nettoyer son masque. Mais en aucun cas, ça va être dangereux pour vous. Ça va être dangereux pour lui. Et tant pis pour lui s'il ne nettoie pas son masque. Hein. Ça, c'est très important. Donc, chacun met son masque. On évite de serrer la main comme un automatisme. Là, je crois qu'on a perdu cet automatisme aujourd'hui. Ensuite, dans le bureau, on essaye d'avoir une distance d'au moins d'1 mètre avec cette personne-là. Donc, on ne se met pas côte à côte, on se met face à face. On demande, comme nous on fait avec nos patients, de préparer l'entretien avec son banquier. Donc, on va lister avant par téléphone ou par mail les pièces dont chacun aura besoin pour le dossier qui sera traité comme un dossier médical. Et finalement, pour limiter le temps de présence du banquier, de la personne qui accueille la personne et de la personne qui arrive. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des entretiens qui durent pas plus d'une demi-heure. Mais encore une fois, il n'y a pas d'étude qui est démontrée qu'à partir de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, le risque augmente. C'est du bon sens, c'est limiter le temps de contact d'une personne avec une autre. Voilà, c'est ça qui est important d'entendre. Et ensuite, effectivement, je pense que si tout est bien préparé en amont et qu'on se voit uniquement pour une signature de document pour repréciser rapidement les choses, eh bien voilà, la personne qui accueille la personne extérieure, elle n'est pas en sur-risque. Je vais vous donner mon exemple de médecin. On est hyper exposé depuis 2 mois. Au départ, on ne savait pas qu'il fallait mettre un masque systématiquement. Enfin, pendant 1 mois et demi, on a été dans les chambres de patients, on a fait des consultations sans masque, sans rien. Ça s'est rien passé. J'ai dû faire le Covid, j'ai dû le faire il y a 1 mois et demi, à minima avec des courbatures, un peu de fièvre, et puis voilà. Et voilà, on est là, parce qu'on est en bonne santé. Donc voilà, je pense qu'il faut repréciser les choses, rassurer les gens, et ne pas rentrer dans une espèce de psychose hypochondriaque qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui, honnêtement. Mais par contre, il faut être dans le respect des règles barrières. Et si un salarié ou si une personne qui se présente à l'agence, faut que la personne qui se présente à l'agence soit honnête avec vous
et ne soit pas malade. Parce que si elle dit, il faut bien dire à la personne, vous inquiétez pas, je vais vous donner un rendez-vous plus rapidement. Si vous n'êtes pas bien, on préfère ne pas vous voir pendant 2 semaines, ça c'est important. Et s'il y a un salarié parmi vous qui présente les symptômes, et on l'envoie directement, on appelle le médecin, vous appelez le 15 vous en entreprise, cette personne soit prise en charge, et après vous désinfectez les locaux en laissant un temps de repos d'une douzaine d'heures pour vous nettoyer la pièce le lendemain. Très bien, donc effectivement, gestes barrières primordiaux. C'est vrai que moi, je préconise plutôt des rendez-vous par téléphone ou par vidéo plutôt que rendez-vous physique. Et effectivement, vous avez raison, la préparation d'un rendez-vous, plus que jamais, là, elle est essentielle, effectivement, pour minimiser la durée du rendez-vous. Il y a d'autres questions qui ont trait au nettoyage. Est-ce qu'il faut désinfecter mon bureau au cours du journée si je n'ai pas eu de rendez-vous physique? Et qu'est-ce que je dois faire quand j'ai eu un rendez-vous physique? Alors, quand je suis seule dans mon bureau toute la journée, le matin, je peux nettoyer ma table de travail, ma souris, mon clavier d'ordinateur. De vous à moi, je le fais pas systématiquement. J'y pense pas, voilà. Mais bon, ensuite, c'est effectivement nettoyer son bureau avant de partir le soir, mettre dans la poubelle les éléments usagés, ce qui a permis de nettoyer le bureau et son masque. Et quand on a une personne en rendez-vous, c'est comme les locaux de consultation. On nettoie les outils de travail, c'est-à-dire la table, la chaise, et puis les outils qu'on aura utilisés. Si par exemple on a prêté un bic à une personne, soit vous lui faites cadeau du bic, vous en reprenez un neuf derrière. Mais voilà, vous nettoyez bien entre 2 personnes, effectivement, c'est du bon sens. Si la personne a touché la porte, la poignée de la porte pour partir, ben vous désinfectez, vous nettoyez, pas désinfectez, vous nettoyez la poignée de porte après son départ. Voilà, c'est important. Et ce qu'il faut bien nettoyer aussi, c'est les poignées des portes des toilettes. Parce que là, les gens, plusieurs personnes vont y aller, il va peut-être y avoir aussi des visiteurs qui vont y aller. Là, je pense qu'il faut être très vigilant pour les nettoyages des lieux sanitaires et des cuisines. Tout à fait. Des questions qui ont trait au masque. Vous nous avez bien fait une belle démo là tout à l'heure sur la manière d'utiliser le masque. J'ai une question. Est-ce que en présence d'un client potentiellement contaminé ou qui a un masque fait maison ou pas forcément homologué, quel est mon risque? Alors déjà, si le patient porte son masque et qu'il s'est désinfecté les mains et que vous avez la distance de sécurité dont on a parlé de 1 mètre, Et votre le risque masque? et le masque, et bien sûr, et le masque, le risque, il se rapproche de zéro. Alors, je vais pas vous dire à tous les coups c'est zéro, mais il se rapproche franchement de 0%. Maintenant, la personne elle-même, si son masque est sale, tant pis pour elle, j'ai envie de vous dire. C'est elle, c'est sa propre santé. La prévention, ça nous concerne nous d'abord. Maintenant, le masque est un geste mécanique barrière qui vous protège vous. Ça, c'est important. Et si en plus vous avez votre propre masque, donc il y a en fait 2 masques, donc si il y a un coronavirus qui se balade dans l'air et qui vient traverser le masque de la personne puis repénétrer chez vous, faut vraiment s'étirer par les cheveux, j'ai envie de dire. D'accord. Donc là aussi, vous avez bien montré l'utilisation du masque qui couvre bien le nez, la Bien bouche. désinfecter, bien se laver les mains avant de le toucher. Hein, je reprécise, à la pause, on se lave les mains, à la dépose, on le pose, et quand on veut le remettre après le déjeuner, par exemple, on se relave les mains avant de le retoucher pour le remettre. Et on évite de se toucher la figure avec. Parce que c'est un réflexe, on ne se rend pas compte le nombre de fois dans la journée où en fait on se tripote le nez, le visage, où ça commence à gratouiller, on a envie de se gratter et voilà quoi. Donc le masque protège bien le nez, la bouche, mais quid des yeux? Alors, les yeux, euh, il faut se toucher les yeux avec des mains pas propres pour se contaminer. Mais sinon, spontanément, le virus ne va pas vous sauter dans les yeux. Parce qu'il s'est transmis, ou bien il faudrait qu'il y ait quelqu'un, vous ayez, comment dire, quelqu'un qui vous crache à la figure, ce qui ne va pas arriver, ça relève du pénal. Hein, ça, c'est pas possible. Après, quand on se maquille et qu'on se démaquille pour les femmes, à vous Raphaël, et pour nous les femmes, on se lave les mains avant de se maquiller et on se lave les mains quand on se démaquille. Hein, quand on prend le coton avec le gel démaquillant le soir, et ben avant de faire ce geste-là, on se lave les mains parce que on a peut-être un peu de coronavirus, on ne le sait pas, sur la main. On prend le coton, on infecte gentiment notre coton et on se frotte délicatement les yeux. C'est comme ça que ça arrive. Donc on peut avoir des lunettes, on se sent protégé,
Mais si on enlève ses lunettes le soir pour se démaquiller sans se laver les mains, on a tout faux. Très bien. J'ai une autre question sur les visières. Oui. Non, excusez-moi. J'ai une autre question sur les visières. Qu'est-ce que vous en pensez? Les visières, d'abord, c'est un peu bizarre, hein. On en voit effectivement quelques-unes dans la rue. Elles ont l'avantage d'avoir tout le visage qui est protégé. Mais je ne sais pas si c'est réalisable de travailler toute une journée avec une visière. Déjà, un masque, pour le faire, c'est au bout d'une matinée avec un masque, on n'a qu'une envie, c'est de le retirer parce que c'est assez désagréable. Alors, il faut se laver aussi les lunettes avec de l'eau savonneuse. Éventuellement, mettre un petit mouchoir entre le masque et pour éviter qu'il y ait la buée qui vienne avec la respiration sur les lunettes. Il y a ça aussi pour les lunetteux, dont je fais partie. Et je vous remercie pour cette technique que je ne connaissais pas. Il faut se laver les lunettes à l'eau savonneuse et ça limite la montée de la buée et de la respiration sur les lunettes. D'accord, très bien. Il y a aussi une demande d'un collaborateur qui m'écrit, a priori, le port des gants n'est pas recommandé. Votre à vous, spécialiste médical, gants ou pas? Alors les gants, nous ne les mettons que pour les gestes à risque, donc des patients qui sont suspects Covid ou qui sont Covid positifs, où là on met même une surblouse, on les met les fameuses lunettes de protection, parce que ce sont des malades dont on sait qu'ils ont une charge virale importante. Sinon, dans la vraie vie de tous les jours, quand je vois des gens dans la rue qui ont des gants, ça me fait hurler littéralement. Parce que ces gens, ils touchent des surfaces potentiellement contaminées, ils vont toucher leur masque, toucher les yeux, toucher les autres. Finalement, c'est un vecteur de transmission du virus, ces fameux gants. La seule indication pour vous dans vos conditions de travail, c'est les gens qui vont manipuler l'argent, où là, ils vont mettre des gants pour manipuler l'argent. Mais ces gants, il y a des techniques que je vous ai envoyées qu'il faudra peut-être transmettre aux salariés de l'entreprise qui manipulent l'argent. Il y a une technique pour retirer les gants à l'envers, avec la main puis avec l'autre, en se lavant bien les mains après. Donc on doit mettre, comment dire, la technique c'est j'enlève les gants. Si je dois changer de masque, je change d'abord les gants, je retire les gants, je me désinfecte les mains et je change le masque ensuite. Le visage est la dernière chose qu'on touche après s'être redésinfecté les mains. Donc voilà, vigilance extrême sur les gants. Pas de gants, c'est horrible, ça, ces histoires de gants, c'est terrible. Là, je vous ai bien compris, donc les choses sont très claires. J'ai une dernière question sur le sujet de la climatisation. Il semble que la climatisation pourrait jouer un rôle dans la transmission du virus. Quelles sont vos préconisations en cette matière? Alors là aussi, il y a eu beaucoup de choses dans les médias. Donc déjà, les climatisations d'entreprises avec une prise d'air extérieure, entretenue régulièrement, ce que vous y êtes obligé, ne pourront pas courir de risque aux salariés de l'entreprise. Ça, c'est sûr. Ce qui est plus à risque, ce sont les climatiseurs individuels à la maison, par exemple, où là, on va utiliser l'air peut-être de l'intérieur de la maison. Ça, les climatiseurs privés, pas sécures de l'entreprise, sont déconseillés. Et au-delà du climatiseur, les gens qui sont appareillés pour de l'apnée du sommeil par des appareils de pression positif, eh ben ces appareils, il y a un système pour éviter que la bouche soit sèche. Donc il y a un humidificateur qui là peut propulser le virus partout dans la chambre. Donc les personnes qui sont appareillées pour de l'apnée doivent dormir seules. Il faut aérer la chambre le matin au réveil. C'est très important. Et s'il y a une personne qui rentre dans la chambre alors que la personne a son appareil, elle doit impérativement porter un masque. Voilà. Donc ça, c'est des précautions basiques. Hein. Merci beaucoup, professeur. C'est le moment de conclusion. J'aimerais que vous me donniez 3 points essentiels qui, pour vous, sont incontournables et que vous voudriez nous rappeler. Le premier point incontournable, c'est la prévention, donc les gestes barrières, ça c'est très important. Donc la distance, porter son masque, se laver régulièrement les mains. Donc ça, c'est aérer ses pièces, aérer les pièces de son bureau quand il y a une fenêtre, ça c'est très important. Et vérifier quand on pense qu'on a de la fièvre, quand on pense qu'on est symptomatique, eh bien il faut prévenir son employeur pour qu'il puisse prévenir les autres. Et puis il faut prévenir surtout son médecin traitant. Et si le médecin traitant n'est pas disponible, on fait le 15. Il y a des appels Covid-15 dédiés, dont j'ai fait partie d'ailleurs. Le confinement a été une nécessité au tout début de l'épidémie, quand on apprenait à connaître ce virus, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens à l'époque. Aujourd'hui, il faut se déconfiner.
parce que d'un point de vue psychologique et au niveau de notre santé physique, le confinement n'est pas bon pour la santé, ni mentale, ni physique, parce qu'on a pris des habitudes de vie qui n'étaient pas bonnes. Et donc aujourd'hui, l'homme n'est pas fait pour vivre seul et isolé, on est fait pour vivre ensemble. Donc on vit ensemble avec les bons gestes barrières. Ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est important également de faire confiance à son employeur, qui a tout mis en œuvre pour que ses salariés travaillent dans de bonnes conditions. Et à partir du moment où on a l'autorisation de rouvrir les rideaux, comme vous dites, eh bien, il faut vous faire confiance. Comme nos patients nous font confiance quand on leur dit on peut vous revoir physiquement en consultation, parce qu'on a mis en place toutes les mesures qui vont vous permettre de venir nous voir de façon sécure. Donc ça, c'est très important. Je sais que vous avez fait énormément de choses, Raphaël. On a travaillé ensemble sur le process de sécurisation de vos salariés. On a fait une veille de la littérature. On vous a donné les documents. Donc vos salariés, qui nous entendent, doivent se dire on travaille dans une entreprise responsable au niveau de la santé. Puis pour terminer, je vous dirais que la prévention vaut mieux que la guérison. Donc finalement, il faut qu'on soit dans une prévention citoyenne, à la fois pour l'infection Covid, mais également pour nos maladies chroniques, pour ne pas retarder nos rendez-vous médicaux. Pour nous les femmes, aller voir notre gynécologue, c'est très important. Ne pas retarder le dépistage du cancer du sein avec la mammographie si on doit la faire. Donc ça, c'est très important. Et puis je terminerai avec la phrase de Thierry Drion qui a cofondé avec moi Agir pour le cœur des femmes. C'est le calme est un muscle puissant. Il faut se répéter cette phrase comme un mantra et ne pas rentrer dans cette psychose médiatique du coronavirus. C'est une maladie bénigne dans 85% des cas. Voilà. Bravo, merci beaucoup professeur pour votre intervention. Je veux saluer le livre dont vous êtes l'auteur et qui apparaît à l'écran, qui s'appelle Mon combat pour le cœur des femmes, que vraiment je recommande à la lecture, qui est ultra pragmatique comme l'a été votre discours, et je vous en remercie très sincèrement. Moi aussi, j'ai 3 priorités que je souhaiterais que les collaborateurs retiennent. La première chose, ce sont les gestes barrières, à titre personnel, mais également, bien sûr, à titre professionnel. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Le deuxième sujet, qui dit déconfinement, dit relance commerciale et donc activité. Renouons avec nos fondamentaux qui sont ceux de la proximité avec nos clients et donc proximité au travers de l'accompagnement. Vous avez bien compris que je préconise plutôt des rendez-vous téléphoniques et vidéo. Et puis le troisième point, c'est la fierté d'appartenance. Nous appartenons à un groupe solide, serein, qui est vigilant et qui fait le nécessaire pour que les collaborateurs puissent s'exprimer dans les meilleures conditions. Soyez fiers de votre métier. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes de réels acteurs pour le développement de l'économie française. Et puis, soyez fiers de ce que vous mettez en œuvre quotidien dans vos caisses et dans vos succursales. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.